que Claire Lebas, qui est CDO chez Malte. On peut dire ça? Ouais. Bonsoir à tous. Fin de journée, je crois, hein, c'est la dernière session. Et quand on parle d'IA générative, de large language model, on a tous en tête des cas d'usage, et surtout en fin de journée, là, chatbot, analyse de documents, classification, etc., qui sont des cas d'usage très puissants. Et moi, je voulais parler d'un cas d'usage dont on parle beaucoup moins, qui est en fait l'utilisation des large language models dans un système de search, un système de matching. Système de search, système de matching, si ça ne vous parle pas, pensez, vous allez sur Amazon, vous cherchez un produit, vous avez une liste de résultats, c'est un système de search, de matching. Uber, vous tapez votre destination, au Lyft ou un autre, voilà. Vous êtes matché avec un taxi. Voilà. Dans votre vie quotidienne, tous les jours, vous utilisez des systèmes de search, des systèmes de matching. Donc, on va faire matcher la demande avec la supply. Moi, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis chez Malte, en charge de la data et l'IA. Et ça fait aussi donc, juste un peu plus d'un an que je suis rentrée en France. Donc, excusez-moi par avance si mon français est encore un peu en franglais, si j'utilise pas mal encore de termes anglais. Et puis, n'hésite pas à lever la main si j'utilise un mot qui, du coup, n'est pas compréhensible. Je m'améliore, mais c'est encore work in progress. Et donc, avant d'être chez Malte, j'ai passé un peu plus de 10 ans à San Francisco à construire des produits avec de la data et l'IA, notamment pas mal sur la search d'Airbnb. Voilà. Donc, si vous êtes passionné de search et de recommandeur système, n'hésitez pas à venir me parler après. Alors, ouais, ça, c'est le titre de la talk. Donc, en fait, je vais vous parler de comment on intègre les large language models dans notre search et aussi des challenges que ça présente. Donc des sujets sur lesquels on travaille parce que je suis sûre que c'est des challenges que vous aurez aussi et que vous avez aussi. Hop, est-ce que ça marche? Yes. Donc les systèmes de matching, il y a différents niveaux de maturité. Le plus simple, quand on design un système de search, c'est dire on va commencer avec une règle. Par exemple, sur Airbnb, si le listing est à une certaine distance, on va le pénaliser. S'il a un certain prix, on va lui mettre un autre poids, etc. Et avec une règle, en fait, on va avoir une sorte de ranking de nos résultats. Ensuite, on va introduire du machine learning avec des modèles type Random Forest. Donc là, en fait, c'est des modèles où on va coder toutes les features, toutes les dimensions du modèle. Et on a déjà des systèmes assez puissants. Pour vous donner la référence, moi, quand j'ai rejoint Airbnb fin 2016, début 2017, le système de search était sur un système assez basique de machine learning. Ensuite, quand on monte en complexité, on va passer sur du deep learning. Deep learning, la différence, c'est que les features, elles ne sont pas forcément codées, elles vont être apprises par le modèle. C'est là où on va parler de features latentes. Et ensuite, quand on avance en complexité, on va passer sur des modèles, enfin des systèmes où on va assembler plusieurs modèles. Un mélange de rule-based, de deep learning, etc. Donc aujourd'hui, à Malte, notre matching, on est sur un ensemble de modèles dans lequel on va intégrer justement des large language models, mais pas que. On va mixer les large language models avec notre intelligence interne. Plus concrètement, si on prend un exemple, je recherche un intérim exécutif, un intérim CEO. À quoi va ressembler le travail qu'on va faire derrière? Donc ça, c'est une représentation de l'espace des talents. Voilà, j'ai tous mes freelances dans lesquels j'ai représenté les talents, qui sont mes petits points un peu gris. Donc vous voyez que les talents les plus proches, c'est les talents finalement qui sont un peu dans les mêmes familles. Donc on va avoir les développeurs, au sein des développeurs, les gens les plus proches, voilà, c'est les développeurs Java, etc. Et j'ai représenté les projets, les missions, les jobs, plus largement, en vert, qu'on va essayer de positionner dans cet espace aussi. Et donc, quand je fais une recherche, je cherche un intérim CEO, je vais aller positionner un nouveau point du coup dans cet espace, qui est cette recherche. Et ensuite, je vais poser la question, quel est le freelance le plus proche? Donc voilà, je vais représenter cette petite distance en rouge. Et le freelance le plus proche, ça va être mon meilleur match. Et donc, je vais pouvoir ranker sinon les freelances par ordre de distance. Alors, comment on en arrive à ça? Donc,
finalement, cette question, je la traduis entre quelle est la plus petite distance entre un projet, une mission, et un freelance. La mission, donc, c'est coordonné, il y a tout un modèle. Et les freelances aussi, c'est cette partie-là que je vais développer, mais il y aura la parallèle côté demande pour traduire le projet. Donc si je repars peut-être plutôt par le bas, pour remonter à comment j'arrive à positionner ce point dans cet espace. Donc des freelances, on va récupérer plein d'informations. On va avoir leur CV, on va avoir leurs expériences sur la plateforme ou avant. On va avoir des données aussi sur leurs skills, leurs compétences, déclarées ou vérifiées. Et en fait, ce qu'on va appliquer, on va utiliser un large language model sur ces différents inputs pour extraire de l'information, extraire de nouvelles features, qui ensuite, on va intégrer dans notre modèle pour arriver à positionner ce point sur l'espace des talents. Si je vous illustre ça, donc je vous ai pris j'ai vraiment appliqué une des sous-parties du modèle sur le CV de d'un de nos deux CEO. Lui dites pas que j'ai fait ça, il n'est pas au courant. Et donc je l'ai scoré sur cette recherche. Je cherche un intérim CEO. Et donc typiquement, là en fait, on va avoir un LLM qui va extraire en fait des compétences. Donc je vous ai illustré un certain nombre de compétences et j'ai même un score. On voit la compétence de leadership skills, financial management, growth and innovation, etc. Ça va me donner un score, une certaine liste de compétences que je vais pouvoir ensuite donner en input à mon modèle Malte. Si vous êtes intéressé sur son score, je vous le donne après. Et ça, c'est une représentation finalement de l'espace aujourd'hui. C'est pas ma plus belle vise, hein, mais l'espace des talents chez Malte. Le plus c'est foncé, le plus on a de gens en fait. Et je trouve ça intéressant, voilà, de voir en fait on a envers les fonctions tech, c'est un peu cette forme-là. En data, c'est rouge. Orange Business Consulting. Donc voilà, ça c'est vraiment notre espace quand on a projeté en fait tous nos talents, un peu plus de 600 000 personnes du coup sur cet espace aplati. Donc en fait aujourd'hui, il y a beaucoup la question de qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on réutilise. Donc nous en fait vraiment on a construit une architecture où on va être capable, on va prendre un LLM externe dans notre architecture. Et donc on va réutiliser l'existant parce que clairement c'est pas financièrement intéressant pour nous de réentraîner les LLM. Il y a des très bons et puis tous les mois il y a des nouveaux développements, même toutes les semaines. J'ai entendu parler d'un nouveau modèle super intéressant juste à la pause. Et ensuite voilà, notre intelligence elle va venir finalement des données qu'on a en fait des 10 ans d'historique de Malte, de nos 600 freelances qu'on va ensuite finalement intégrer dans notre architecture globale. Aujourd'hui à Malte, juste pour info si ça vous intéresse, nous on utilise un modèle open source, le modèle de Microsoft de décembre 2022, donc c'est un modèle qui a un peu plus d'1 an, parce qu'on pense que c'est important d'avoir une gouvernance sur nos data et de ne pas envoyer les données des freelances aux États-Unis. Et il y a beaucoup de modèles open source en fait, qui s'intègrent très très bien dans l'architecture. Notre architecture est faite en sorte qu'on peut demain aller utiliser, faire un API call sur un autre modèle. Mais voilà, on peut aussi déployer de très bons modèles en open source qui nous permettent de garder une bonne gouvernance à cette étape-là. Aujourd'hui, on utilise ce modèle pour tout, mais demain, on peut envisager aussi d'utiliser des LLM différents selon la feature. Et en parlant à certains d'entre vous, je sais que vous êtes déjà dans ce type d'optimisation, à dire je vais utiliser ce modèle pour cette transformation versus un autre. J'en viens au challenge. Le premier, il est technologique, pas sur les LLM, mais finalement, quand on va vouloir sortir les résultats live au client qui vient chercher, faire une recherche de talents sur le site, il faut que ça réponde rapidement. Donc en moins de quelques secondes. Et vous avez vu, je calcule la distance entre le projet et les freelances. On a plus de 600 000 freelances. Je ne vais pas m'amuser à calculer la distance à chaque fois. Ça serait très long et on ne pourrait pas finalement avoir une expérience live. Donc il y a cet enjeu d'avoir en fait un modèle qui peut répondre presque instantanément en direct sur le site.
Alors, ce qu'on fait, c'est assez traditionnel dans les systèmes de search et de matching. On a un modèle de retriever et un modèle de ranker. Modèle de retriever, c'est d'abord, je vais déterminer quel pool de freelance, quel subset je vais ranker. Donc, on a une type d'architecture comme ça. Et ensuite, je les rank par ordre de pertinence. Il y a un énorme bond aussi qui est permis avec les bases vectorielles, les vecteurs DB. Donc nous, on utilise Quadrant à Malte et ça nous a permis vraiment de pouvoir avoir ce type de modèle live en production. Donc aujourd'hui, on est capable de déployer des modèles assez complexes en production, ce qu'on n'était pas capable de faire. Donc, par exemple, à Airbnb 2017, un de mes premiers... je rentre dans la boîte, je suis en charge de l'équipe de search et on me dit, en fait, on galère à passer en deep learning. Parce que TensorFlow, en fait, ça n'a pas la performance pour avoir des résultats live. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer, mais il y a de bonnes solutions aujourd'hui sur le marché. Notre deuxième challenge technique, et ça, c'est un challenge qu'on n'a pas complètement craqué, ni complètement l'industrie, et les retours d'expérience m'intéressent beaucoup là-dessus, c'est le multilingual. Les LLM, comme vous le savez, c'est 90-95% d'anglais. À Malte, on a beaucoup de français, d'allemand, d'espagnol. On est aussi en Belgique. Donc, on va avoir ce challenge finalement d'être pertinent dans toutes les langues. Et surtout, quand on va vouloir faire du fine-tuning, ce qu'on ne fait pas encore à Malte, on va vouloir en fait le faire en multilingue sans perturber les poids du modèle de LLM qui n'est pas évident. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup les développements qu'il y a, par exemple, chez Mistral, en multilingual, et ce type de modèle-là qui vont nous permettre d'être aussi bons en français, en allemand, etc. Le deuxième challenge, c'est les data. Et finalement, c'est super intéressant parce qu'on a ce bond qui est permis, ce bond technologique qui est permis avec le Large Language Model, ce qui fait baisser la barrière d'entrée à l'IA. Je pense que ça, c'est super excitant pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, parce que maintenant, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses beaucoup plus vite. Donc, du coup, il y a cette question de qu'est-ce qui reste et quels sont les challenges. C'est la data, parce que c'est ça, en fait, qui va faire notre meilleur modèle de matching et de ranking. Donc, ça va être, est-ce qu'on connaît bien les compétences des freelances qui sont sur notre plateforme? Est-ce qu'on connaît bien leur disponibilité? C'est le type d'input qu'on va avoir dans notre modèle aussi. Et c'est ça qui va faire la différence par rapport à quelqu'un qui va arriver sur le marché, déployer le LLM sur les mêmes profils. Le troisième, c'est les biais. On sait qu'il y a des biais sur le marché de l'emploi. Je pense que je vous apprends rien du tout. On sait aussi que les large language models ou l'IA en général apprend de l'existant et a un certain nombre de biais aussi. Et donc, il y a vraiment un enjeu de se dire quel biais on capte dans nos modèles et du coup, potentiellement, on amplifie quand on va faire ce type de matching. Et donc, comment on s'équipe pour bien mesurer ça et introduire finalement ces systèmes-là, ces systèmes de mesure dans nos entraînements des systèmes, surtout sur ces systèmes qui ont des architectures complexes. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important pour Malte. C'est là, en fait, on va utiliser aussi l'humain dans le matching. Donc c'est intéressant de voir comment l'IA peut aider à débiaiser les humains qui vont toujours aller regarder les mêmes écoles, le même type d'expérience. Et en même temps, comment en fait, on va pouvoir utiliser les humains dans ce process de matching aussi pour limiter les biais de l'IA. On est super intéressé par ce que fait Giscard. J'ai aucune action chez eux, mais c'est typiquement des personnes avec qui on parle pour aller mettre en place des systèmes de gouvernance et de monitoring. Voilà. Je crois que je suis au bout du temps, ça clignote. S'il y a des sujets qui vous intéressent de creuser, à votre disposition. Et puis, bonne fin de journée à tous.